Cette semaine, j'ai le plaisir d'interviewer Samoa, le majordome de l'école des Arsadiens. Oui, bonjour Steve. Après une émission que j'avais consacrée aux différents types d'hommes dominants, surtout hétérosexuels, que j'ai enregistrée avec Ombre, nous allons parler de soumission masculine. Il y a pas mal de clichés à déconstruire dans ce domaine. Et ça tombe bien parce que tu fais carrément un cours à l'école des Arsadiens, tu étais la personne idéale pour parler de ce sujet-là. Alors la première chose que j'ai envie de te demander, c'est pourquoi tu mets un masque ? Alors pourquoi est-ce que je mets un masque? Tout simplement, actuellement, dans notre société, il est difficile de se montrer parfois à visage découvert quand on a certaines responsabilités, parce que tout ça, c'est pas ancré dans notre société. Et on peut avoir des effets négatifs, voire très négatifs sur notre carrière, sur notre famille, sur nos amis. Donc je te remercie d'autant plus d'avoir accepté de faire cette vidéo, parce que c'était pas forcément évident. Il me semble important aussi de démocratiser un petit peu tout ça. On verra, il y a plein de types de soumis différents. Et de stéréotypes à déconstruire. Beaucoup de stéréotypes. Alors avant de commencer justement, il me paraît utile de préciser que le mot soumis n'est pas à prendre au sens premier du dictionnaire. On parle là du BDSM, de l'univers BDSM, et évidemment tu n'es pas soumis au sens propre, dans le sens où tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire n'importe comment et sans distinction. D'accord ? Et ce sera le cas de tous les soumis qui évoluent dans l'univers et dans la communauté BDSM. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, le terme soumis, on préfère le remplacer bien souvent par bottom. Voilà. Parce que soumis, ça a une certaine connotation, ce qui n'est pas le cas de bottom. Ouais. On parle plutôt de top et de bottom. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc moi je suis Samoa. J'ai le titre de majordome de maîtresse Axel et de l'école des Arsadiens. Mon rôle, c'est de participer à l'administratif de l'école, d'accueillir les gens, de préparer les cours, de préparer le matériel et d'accompagner les gens qui viennent en cours, de les accueillir, qui se sentent à l'aise. Et également, je suis majordome aussi de maîtresse Axel, où je peux l'aider dans différentes tâches. D'accord. Puis alors, elle m'a dit que tu es aux petits soins avec les stagiaires de l'école. Ah oui, bah oui. Les gens ils viennent ici, on parle de sujets qui sont pas forcément faciles. Il y a des gens qui découvrent, il y a des gens un peu plus expérimentés, et il faut mettre à l'aise les gens. Il faut qu'ils puissent parler en toute liberté, et c'est bien l'objectif de l'école. C'est de permettre d'avoir un endroit où on puisse parler de manière totalement libre de ces pratiques BDSM, de ces pratiques sexuelles, de son corps, de tout. Alors avant de parler des différents archétypes de la soumission masculine et de les déconstruire, il me paraît utile que tu dises en quelques mots en quoi ça plaît d'être soumis. Parce qu'avant toute chose, ce serait bien de savoir pourquoi est-ce que nombre d'hommes, plus nombreux qu'on veut bien le croire, pourquoi nombre d'hommes aiment ça, être soumis ? Ça permet d'avoir un lâcher-prise. Surtout ça, on lâche prise, c'est-à-dire qu'on se remet entre les mains d'un top, maîtresse ou maître, et ça permet, souvent on peut avoir des situations où on joue un jeu dans la société, on est un peu coincé, on est dans les retenues. Quand on est soumis, on est vraiment dans le lâcher-prise. Okay, j'obéis, je fais les choses qu'on me dit, ça me permet de dire une espèce de lâcher-prise complet et je remets des choses entre les mains de quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a le fait de ne plus avoir à prendre de décision quelque part ? Oui, d'avoir moins de responsabilité. Par contre, la responsabilité va se reporter sur le maître ou la maîtresse. Ouais. Mais on verra que ce n'est pas tout à fait exact. On ne prend plus des décisions, mais on a d'autres responsabilités. Et souvent, on pense que le soumis n'a pas ces responsabilités-là. On verra après. On va commencer par celui-là parce que tu m'y fais penser. Ça, c'est un stéréotype assez courant de penser que les hommes qui ont beaucoup de responsabilités, donc notamment qui sont haut placés, sont susceptibles, peut-être plus que d'autres, d'être soumis. Est-ce que ça te paraît correct ou pas ? Non, je pense pas. Alors, on a plus peut-être de soumis dans les gens un peu plus intellectuels, peut-être, mais j'ai pas de statistiques, donc ça serait faux de le dire. Il n'y a rien qui le dit. Nous, dans ce que je rencontre, j'aborde tous les corps de métier. Quand je parle avec les gens,
Donc il n'y a pas vraiment de caractéristiques, ça va de l'ouvrier au PDG. Enfin, il n'y a pas vraiment de... C'est plus un état d'esprit. Ouais. Voilà. Donc, bon. C'est la capacité à aimer lâcher prise. Oui, alors souvent on a des responsabilités, mais un ouvrier peut avoir des responsabilités. C'est aussi de se mettre dans une position où on joue un autre jeu. Et c'est ça aussi, on est dans un autre rôle. On a le rôle dans la société. Et quand on vient, on joue vraiment un rôle qui est autre. Et c'est ça qui est agréable. En dehors des pratiques. Parce qu'après, on pourra parler des pratiques. Il y a des pratiques dans lesquelles on ressent beaucoup de plaisir. Mais si on parle de soumission, plutôt de bottom, et il y en existe plein de types. Mais on peut ressentir du plaisir en étant soumis dans ces pratiques-là, mais parce que, avant tout, la base, c'est le fait de se sentir soumis, en fait. On ne ressentirait pas forcément autant suivant le caractère de chacun, un soumis ressentirait pas, enfin une personne, un homme en l'occurrence, ressentirait pas forcément autant de plaisir dans les pratiques, qu'on va peut-être évoquer tout à l'heure, si il se sentait pas avant tout soumis, en fait. Oui, après il y a différentes caractéristiques de soumis, on est sur différents niveaux. Il y a plein de types. Voilà. On va en parler après. Alors, le deuxième stéréotype que je te pose, et puis je te fais réagir là-dessus, c'est le soumis n'est pas viril. Est-ce que j'ai l'air quelqu'un pas viril? Non, c'est complètement faux. La virilité n'a rien à voir. Comme je vous dis, on peut être viril et avoir envie de lâcher prise. On peut être ne pas viril et avoir envie de lâcher prise. On a des soumis qui sont gays, dans les stéréotypes un peu qu'on voit du gay, clairement, la cage aux folles, et ils sont soumis quand même. Ouais. On va avoir des gens qui sont très costauds, qui sont soumis. Donc ça n'a rien à voir. Le soumis n'a pas de limite. Totalement faux. Le soumis a des limites. Chacun d'entre nous, chacune, on a ses limites. Et on explore ces limites. Moi, j'ai des limites qui vont très haut, très loin, mais j'en ai... Chacun a ses limites, donc et on verra, je pense qu'on est dans les prochaines, on verra qu'il y a des négociations à avoir. Et contrairement à ce qu'on peut voir dans le stéréotype, si bien sûr on a des limites. Ouais. Dans les limites, dans les pratiques, dans les différents types de pratiques, il y en a qui aiment certaines pratiques, d'autres pas. Et encore une fois, on est là pour se faire plaisir. Hein, c'est pas, voilà, on n'est pas au bureau, on n'est pas. Et le but c'est de se faire plaisir. Donc si on va au-delà de ces limites, on ne se fait plus le plaisir. On n'est plus dans le lâcher prise. Donc c'est on est dans se faire mal. Voilà. Après on peut avoir se faire mal à différents niveaux. Il y en a qui aiment bien se faire un peu mal, un peu beaucoup. Voilà. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que si on outrepasse ces limites, on se fait mal, mais on se fait mal au sens propre, là, on se fait du mal. On se fait mal dans le sens où il n'y a plus de plaisir à avoir un mal. Ouais. Dans la soumission, il y a deux types de relations, et relations qui sont tarifées, et d'autres qui ne le sont pas, quand la relation est sur une base consensuelle, d'une rencontre. Quelle est la différence pour toi ? Alors, sur le tarif, on est dans le cadre des gens qu'on paye. On voit sur Internet, on voit des maîtresses. Donc, on a une relation vraiment dans une pratique. On a une pratique, certaines pratiques, une soumission. On a une séance. On y va. On a l'accueil, on a la séance et on quitte, c'est fini. C'est-à-dire que tu viens finalement, quand le soumis fait ça, il vient, quand le client, j'ai envie de dire là pour le coup fait ça, il vient chercher quelque chose, il vient chercher un service. Il vient chercher un service. Parce que peut-être qu'on ne trouve pas. Je prends pour moi, je ne trouvais pas dans mes relations que j'avais chez moi quelqu'un qui voulait faire ce type. Type de pratique, tu veux dire ? De pratique. Qu'est-ce qu'on fait ? On est là, on a envie. Moi, ça fait longtemps. Ça fait depuis l'âge de très très longtemps. Et du coup, on ne trouve pas. Et on est obligé de passer par ces tarifs. Et le milieu, par exemple, comme on est en province, c'est très compliqué d'avoir un milieu de BDSM, de soumission, de pratique sadomaso, dans tout le BDSM. Et donc, on est obligé d'avoir du tarif. On y va. Tu étais obligé de passer par une relation tarifée pour pouvoir obtenir ce que tu avais envie d'obtenir, voilà. En fait. Sur du non tarifé, on est plus sur de la rencontre, des fois de l'amour, des fois sans amour, des fois on joue entre amis. En play partner, comme on appelle ça. Voilà, en play partner.
On peut jouer, des fois il y a de l'amour, des fois on joue, il y a de l'amour dans le jeu parce qu'on est amis. Puis il y a des couples qui sont dans la soumission qu'on appelle 24-24, 7 sur 7. Voilà, donc on a différents types. Un autre stéréotype, le soumis ne peut pas arrêter la séance. Complètement faux. D'ailleurs, si vous rencontrez un maître qui vous dit que vous ne pouvez pas arrêter, fuyez-le. Fuyez-le. Ouais, très clairement. Hein. Faut le fuir. Non, on arrête. Dans le milieu, on dit ce qu'on appelle le safe word. On dit des mots. Par exemple, souvent on emploie le mot rouge pour dire orange ou rouge. Orange, j'arrête la pratique qui est en cours. Et rouge, j'arrête la séance. Voilà, donc on peut parfaitement arrêter si on dépasse trop ses limites. D'ailleurs, c'est une responsabilité du soumis. C'est l'une des responsabilités. D'être capable de prononcer ce mot. D'être capable de prononcer le mot, le safe word pour arrêter la séance si jamais ça va trop loin. C'est la responsabilité du dominant ou de la dominante d'arrêter effectivement et de bien les responsabilités tenir sont compte. partagées. Donc c'est elle, bien sûr, quand on est sur du tarifé, elle est professionnelle, elle ressent. Les meilleurs ressentent qu'il faut arrêter. Mais c'est aussi notre responsabilité de dire, et c'est pas un échec, c'est dire là tu as atteint mes limites, il faut arrêter parce que mes limites elles sont atteintes. Et ça veut dire que si on se revoit, elle saura ou il saura où se trouve ma limite dans cette pratique-là ou dans cette méthode. Voilà. Et il y a des fois on est en forme, on n'est pas en forme, on va plus ou moins loin. Donc c'est tout à fait faux de dire qu'on ne peut pas arrêter la séance. En tout cas, si quelqu'un, encore une fois, si quelqu'un fait ça, fuyez-le. Il faut arrêter avec cette personne. Ouais. Alors, je voulais préciser une chose. Moi, je parle pas mal dans les vidéos que je fais des relations BDSM, notamment parce que c'est le contexte de l'histoire d'amour que j'ai écrit, enfin, double roman avec mon épouse. Et je voudrais préciser une chose auquel je tiens, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de consentement, parce qu'évidemment, quand on dit qu'il y a des limites et qu'on doit s'arrêter, c'est bien qu'on consent à arrêter. Il faut que ça se passe, il faut qu'au moins on soit d'accord avec la pratique. Alors, juste le consentement, souvent, n'est pas suffisant. Il faut faire ça dans la joie et la bonne humeur, il faut en avoir envie. Hein. Mais effectivement, si on n'est pas dans ce cadre-là, au minimum du consentement, en ce qui me concerne, ce n'est plus du BDSM, c'est de la torture, c'est du viol, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas, on n'est plus là-dedans. Il faut pas croire, je tiens à le dire avec force, que c'est pas parce que on est dans un cadre BDSM où ça peut donner parfois l'apparence de se faire un peu maltraiter, qu'on se fait réellement maltraiter. C'est pas du tout le cas. C'est d'ailleurs une des difficultés pour les gens qui connaissent pas cet univers-là. Il y a une différence très, très nette. Hein. On a des limites. Oui. Il y a un consentement à respecter, absolument. Avec une bonne communication à la base, d'ailleurs, qui est nécessaire. Oui, et une communication qui est impératif. On voit bien quand on fait des séances, que ce soit en titre privé ou tarifé, rien de plus ennuyeux qu'un soumis qui ne dit rien. On est dans le plaisir, il faut qu'il y ait une communication, qu'il faut même plus de communication que dans d'autres pratiques, au contraire. Qui peut passer par autre chose que des mots d'ailleurs, mais il faut qu'il y ait communication. Qui passe par des mots, on peut faire plaisir, on se lâche, et il faut cette communication. Et c'est cette interaction qui fait qu'on prend beaucoup de plaisir. Et dans le consentement. Ouais. Le soumis alors on est un petit peu dans le même stéréotype, hein. Le soumis se tait et la maîtresse fait ce qu'elle veut, comme s'il n'y avait pas de négociation entre les deux. Tu en parlais tout à l'heure, de négociation. Ouais. Alors la négociation se passe avant le jeu. Qu'est-ce que j'ai envie, où sont mes limites, qu'est-ce que la maîtresse ou le maître peut faire, et là on est dans le cadre de la négociation. Après, il se peut que dans la négociation qu'il y a eu avant, on ait dit faut pas que tu parles. Ça, c'est dans la négociation. Donc là, on est dans le jeu. Avant, on est dans la négociation avant, donc on parle avant. La parole est libre avant. La parole est libre, bien entendu. Et rien ne nous empêche aussi de dire, comme vous dites, le safe word. Voilà. Et après, on peut jouer, on peut essayer de parler. Et on est plutôt dans le cadre du jeu. Le soumis, s'il ne parle pas et que tout se passe bien, c'est parce qu'il respecte la règle du jeu qui a été imposée avant, quand on parle justement et quand on négocie. La règle du jeu par imposer, négocier. Oui, négocier, oui. Voilà. J'ai dit imposer ? Oui. C'était une erreur de ma part. Mais justement,
voilà, c'est effectivement. Et alors après, effectivement, un soumis qui va parler quand même, alors que la règle du jeu c'était de ne pas parler, c'est peut-être parce qu'il cherche un petit peu Bah oui, on fait tout ça. à s'amuser. On s'amuse, on essaye, puis on a envie de prendre quelques fessées quand même. Alors bon, si on respecte trop la règle, bon, ça s'appelle du brat, mais ça peut être drôle. Ça dépend de la personne, ça dépend de ce qu'on recherche. Et puis quand on fait ça, on n'est pas là pour être triste. Voilà. Moi, ça m'est arrivé même à deux de rigoler, d'éclater d'un fou rire. Voilà. Bon, des fois, il peut y avoir un mot et puis dans le jeu. Mais c'est ça qui est intéressant. Donc, de temps en temps, on m'a donné des petits coups de bâton, mais on rigolait. Voilà, c'est intéressant. D'accord. Un autre stéréotype, hein. Il n'y a qu'un seul genre de soumis, ils sont tous pareils. Absolument pas. Il n'y a pas un type de soumis. Il y a plein de types de soumis. On a des gens, on a plein de pratiques et des types de soumis, des types de pratiques. Vous en avez plein. On est dans un déguisement. Il y en a qui peuvent se déguiser en poupée, il y en a qui peuvent se déguiser en cardinal, avec du cuir, pas du cuir, aimer certaines pratiques différentes. Il y en a qui n'aiment pas se faire frapper, il y en a qui aiment bien. Il y en a qui aiment bien juste, on dit bah, tu fais ça et juste être commandé sans être touché. Donc il y a autant de pratiques qu'il y aura de soumis, je dirais presque. C'est même pas forcément qu'une question de pratique. Différentes personnes vont pouvoir tous aimer la même pratique, mais pour des raisons différentes. Tu blaguais beaucoup sur le fait que les soumis peuvent apprécier de se faire sodomiser, par exemple. Ça peut être pour tout un tas de raisons différentes. Soit ça peut être parce que y a une appétence physiologique, j'ai envie de dire. Hein. Les hommes en particulier ont une prostate, hein, c'est pas un secret. Ah oui, le plaisir prostatique. Il y a ça, et puis il peut y avoir aussi le fait qu'un soumis peut aimer ça parce qu'il va ressentir une humiliation. Et ce ne sera pas forcément la même chose que le plaisir physique qu'il peut y prendre. Puis là, bon, moi je ne suis pas soumis, donc je n'aurai pas forcément 50 exemples à donner, mais on peut, j'imagine, apprécier une pratique, mais pour plein de raisons différentes. Enfin, la pratique, ce qu'on appelle la pratique, se faire fouetter, se faire sodomiser, différents types de pratiques, ne sont là, je dirais, que le support du jeu, du scénario qui est mis en place. Une séance BDSM, c'est pas je viens, je t'attache, je te frappe et tu repars. Non, il y a un scénario à mettre en place par les deux. Quel scénario on met? J'arrive dans un endroit, il y a toute une série de jeux. Et donc, en fin de compte, il n'y a pas une pratique, un plaisir. Il y a une pratique, on parlait de la sodomisation, plein de plaisirs. Le plaisir de se faire humilier, le plaisir de se faire remplir, le plaisir prostatique. Voilà, il y a plein, comme le fouet. On peut une forme d'exhibition aussi. Une forme d'exhibition. On peut aller en club, se faire sodomiser parce qu'on, voilà, dans le monde, on est discret, on se met une cagoule. Et là, devant tout le monde, on se fait sodomiser, on se fait souhaiter. C'est aussi sortir dans le jeu aussi. C'est le jeu, c'est l'excitation d'être à un endroit, d'être vu. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de pratiques. Les réactions du soumis ou du maso pendant la séance, tu voulais m'en parler? Oui, parce que souvent, on voit des soumis, des bottoms, qui vont faire une pratique et ils disent rien. Et je sais que j'ai assisté à des séances où le soumis ne disait absolument rien, mais c'est d'un ennui. Messieurs les soumis, mesdames les soumises, exprimez-vous. Et ça vous fait plaisir, dites-le. Vous pouvez geindre, vous pouvez hurler, mais qu'il y ait une vraie communication. Et c'est ennuyeux pour les deux. Donc allez-y, il faut vous lâcher. Bien sûr, dans le cadre du jeu. Mais il ne faut surtout pas hésiter. Et moi j'ai appris, effectivement, j'étais comme tout le monde au départ. Il faut que je dise rien. Et après, j'ai appris, avec ma maîtresse, qu'il faut exprimer ses émotions. Parce qu'elle, elle est là, la maîtresse ou le maître, est-ce que je lui fais du bien? Je ne sais pas. Il dit rien. Pourquoi il est là? Et vraiment, il faut vraiment s'exprimer par toutes sortes, les gestes, voilà, la parole, les bruits qu'on fait, dire c'est bon, c'est pas bon, j'aime, enfin voilà. Donc vous voyez, exprimez-vous. C'est un échange. C'est un vrai échange, c'est une communication. Et quand on a passé ce stade, et ben là, on se lâche et c'est encore mieux.
Bon, bah écoute, on en arrive à la fin de cette interview. Tu voulais me parler en ouverture d'un sujet qui te tient à cœur, la différence entre le fait qu'une femme met plus de temps à jouir qu'un homme, la différence entre leur façon de jouir. En fin de compte, c'est plutôt les différences entre la façon de jouir que je me suis aperçu avec les cours, notamment dans l'orgasmologie du pénis et de la vulve, c'est que chaque partie ne connaît pas l'attribut de l'autre. L'homme ne connaît pas le sexe de la femme et la femme ne connaît pas le sexe de l'homme. Donc on a différentes façons d'arriver à la jouissance. C'est vrai que l'homme, par exemple, une fois qu'il a joui, on a un grand trou. On s'endort, vous savez, le truc... il faut savoir lutter contre ça. Il y a une baisse de libido instantanée. Très importante et quasi instantanée, savoir, juste après. Ouais. Quand je vois des porteuses de vagin, on va dire des femmes... qui réclament après, bah oui, mais il s'endort, il fait plus rien. Bah oui, c'est normal. Parce que on est monté très vite, on est descendu très vite. Et c'est physiologique, hein, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Et comme je pense que d'après quand j'ai vu les cours, la femme jouit plus sur du long terme, elle va jouir plusieurs fois. Donc il faut jouer, pas hésiter à faire des pauses, communiquer. Moi, c'est vrai qu'à un moment donné, je jouissais et puis j'avais envie de dormir. Et maintenant, d'arrêter en tout cas. D'arrêter. Et quand je joue avec des partenaires, je suis arrivé à dépasser ça, ou en tout cas, on est capable de faire des pauses. Faites des pauses, reprenez. Et surtout, communiquez. On se dit pas assez, là, tu ne fais rien. Et on est malheureux parce que moi, quand je joue avec des porteuses de vagin, si elle me dit rien, mais comment savoir si je lui fais plaisir? Je ne sais pas. Et inversement. Quand l'homme touche la femme, voilà, quand la femme touche l'homme, ben là tu ne fais rien. Bon, c'est assez rare parce que c'est facile, on a souvent qu'un geste. Mais il existe plein d'autres choses, voilà. Plein d'autres sources de plaisir. Ouais. Plein d'autres sources, de manières de faire. Comme le plaisir anal, comme... non, messieurs, on ne vient pas gay parce qu'on se met un doigt dans le derrière. C'est une zone de plaisir, mais qu'on n'aborde pas sèchement, il y a des manières d'aborder. Et il y a plein de manières d'aborder plein de plaisirs différents. Bon. Eh bien, écoute, je te remercie pour avoir accepté cette interview, d'être venu nous parler un peu de la soumission masculine, qui est un sujet effectivement tabou encore aujourd'hui, il faut le dire clairement, sûr, ouais. Sur lequel on se fait plein de fausses idées. Donc, je te remercie.